Merci à tous les trois d'avoir accepté notre invitation et d'être avec nous en ce début d'après-midi pour revenir sur ces enjeux de data dont on parle beaucoup. Ça a été évidemment très évoqué ce matin. L'enjeu est évidemment au cœur des données, l'innovation et puis les valeurs éthiques notamment, qui sont ces valeurs européennes que nous souhaitons porter pour l'émergence de cette troisième voie, une troisième voie portée dans le cadre de l'OTAN, tel que l'a évoqué le président de la République, et c'était souligné également par le sénateur Le Gleut qui était avec nous ce matin. Alors Tariq Krim à mes côtés, donc vous êtes le founder of Slow Web Think Tank et donc le First Self-Sovereignty Platform. Ça c'est effectivement le cœur du sujet. Alors Tariq, la difficulté c'est que vous avez tellement de fonctions et c'est tellement long que nous sommes contraints à restreindre sur la thématique de la souveraineté. Et vous êtes évidemment l'un des entrepreneurs de start-up très connus aujourd'hui dans ce monde du cyber et web. On va revenir avec vous sur un certain nombre de sujets. Merci Tariq d'être à nos côtés aujourd'hui. Merci de m'avoir invité. À vos côtés, Luc Dursault, PDG d'Atempo, donc une entreprise qui œuvre en matière de cybersécurité et dont on va parler avec vous de cette voie européenne et de cette souveraineté, un sujet sur lequel vous travaillez d'ores et déjà depuis très longtemps et que vous portez au cœur de la communauté européenne. Merci Luc d'être avec nous aujourd'hui. Et puis nous avons l'immense plaisir également d'avoir Frédéric Dufaux, Deputy General Manager de DocaPost. Merci beaucoup d'être avec nous également sur ce sujet de la souveraineté. Tariq, on peut peut-être débuter avec vous. Ce matin, on parlait de ce monde que nous voulons construire, définir celui que nous souhaitons voir émerger, ne pas se laisser imposer forcément des modèles par d'autres. On peut s'inspirer, on peut coopérer, mais on a aussi notre propre vision des choses. Et dans cela, vous appelez, vous, à la sanctuarisation de la donnée, qui est un des piliers. Absolument. Je crois que, tout d'abord, c'est un sujet très important, le sujet de la... C'est un sujet culturel, il ne faut pas l'oublier, le software, le logiciel, est avant tout quelque chose de culturel. On ne développe pas les mêmes logiciels en Chine, aux États-Unis. D'ailleurs, un des succès, à mon avis, moi qui ai eu la chance d'être dans la Silicon Valley dans les années 90, des États-Unis et surtout de la Californie, c'est ce melting pot d'idées où on avait beaucoup de gens de tous les pays, beaucoup de Français d'ailleurs, parce qu'on l'oublie, mais il y a énormément de Français qui ont contribué au succès de la Silicon Valley. Et donc de construire une culture du logiciel, une culture de la création logicielle qui est différente. Alors aujourd'hui, un des enjeux pour l'Europe, parce que d'une certaine manière, le monde, une des raisons pour lesquelles le reste du monde veut vivre en Europe et qu'on est aussi populaire, c'est qu'on a dans le monde physique, c'est un endroit extrêmement agréable, on peut dire ce que l'on veut, on peut faire ce que l'on veut, la nourriture est contrôlée, il y a des normes sur plein de choses, donc on ne mange pas n'importe quoi, on ne boit pas n'importe quoi, on sait vivre aussi. Et en fait, un des enjeux numériques, c'est de se dire, finalement, ce monde hybride entre le numérique et le monde physique qu'on est en train de construire, a-t-il les mêmes valeurs? Peut-on construire un monde numérique qui est conforme à nos valeurs? Et pour cela, une des choses qui est intéressante, c'est que, en gros, les infrastructures numériques se basent sur trois choses. Il y a la question des infrastructures, le logiciel et les données. Il est évident, on l'a vu avec le RGPD, donc, qui a été un des premiers travaux de l'ère du web, parce que finalement, tout ce qui existait avant était était finalement pas mis au goût du jour. Il faut poursuivre dans cette voie, et une des choses qui me semble importante, c'est cette sanctuarisation des données, cette régulation des données, et cette possibilité de ne pas faire n'importe quoi avec les données, notamment avec les données personnelles. Je pense que ça va être un facteur différenciant entre l'Europe et le reste du monde. Frédéric Dufaux, pour vous, il y a évidemment un environnement propice à la confiance qui doit être créé. La confiance a été abordée ce matin, évidemment, comme un des facteurs clés. Comment est-ce qu'on peut réussir à renforcer cette confiance numérique, cet écosystème numérique au travers de la protection des données? Alors, en effet, garantir la confiance sur l'ensemble de la chaîne de valeur de traitement de la donnée avec des solutions souveraines, comme l'a rappelé Tariq, avec de la donnée hautement sécurisée, est au cœur des enjeux du numérique. C'est ce que DocaPost, en tant que prestataire de services de confiance numérique, essaye de développer en France, en, je dirais, concevant, construisant, opérant des solutions souveraines sur le territoire français, conçues par des ingénieurs logiciels sur le territoire français. Comment on fait ça? Je pense que l'Europe nous dote d'un corpus réglementaire, statutaire, important. Le premier des règlements, le règlement IDAS,
qui a été émis par la communauté européenne. Aujourd'hui, DocaPost l'implémente, est un des seuls à l'implémenter sur l'ensemble de la chaîne de valeur, hein, depuis la partie identito-authentification de la chaîne, la sécurisation des flux, le stockage. Ça, c'est un premier élément de référence. Ensuite, il y a tous les aspects réglementaires. On peut citer la NSSI, par exemple. On peut citer les réglementations spécifiques à certains marchés. Je pense en particulier au HDS dans le domaine de la santé, de la manipulation des données de santé. Deuxième composante. Troisième composante, bien sûr, peut-être la première, le RGPD, puisque toutes ces données, il faut les manipuler avec le consentement de l'utilisateur sur une durée qui est prévue pour le bon traitement avec le consentement de l'utilisateur. Mais au-delà de ces réglementations, il y a aussi des engagements sociétaux. Je pense par exemple à ce que DocaPost implémente au quotidien en termes de charte d'utilisation des données dans le cadre d'utilisation de l'IA. Donc on a une charte morale qui nous engage à faire attention quand on manipule les données au sein des IA, en particulier en termes de traçabilité. Mais on peut aussi citer un autre exemple qui est la transparence, en particulier sur l'utilisation des données, et en particulier vis-à-vis de l'utilisateur. Donc tout cela, c'est ce qu'on essaye de mettre en place, ce que l'on met en place chez DocaPost, en particulier sur les sujets data et IA. Aujourd'hui, au travers des 350 ingénieurs spécialisés dans le domaine chez DocaPost, nous réalisons au quotidien pour nos grands clients français. Alors Luc, sur cet enjeu d'autonomie stratégique, autonomie numérique, vous l'avez dit il y a quelques jours, pour vous c'est une clé de voûte, clairement, de nos ambitions, des ambitions qu'elles soient politiques, sociales, économiques, écologiques aussi, parce que c'est un volet important. Et la donnée constitue la source de toute la création de valeur. Hein, je vous cite, je reprends les termes que vous aviez utilisés. Comment est-ce qu'on peut aujourd'hui valoriser cette donnée dans une approche qui soit la nôtre? Alors, on a souvent coutume de dire qu'elle ne soit pas ni dans le modèle américain ou chinois. Il ne s'agit pas d'opposer les plaques et les modèles. Ça n'aurait pas vraiment de sens, mais plutôt de voir quelle est la voie que nous souhaitons nous porter, quels sont les axes différenciants sur lesquels nous nous retrouverions et que vous pouvez aujourd'hui proposer au sens de l'Europe. Tariq l'a souligné, c'est dans les équilibres et dans la diversité qu'on trouvera la paix. Donc, si je dois dire le modèle, à mon avis, pour développer, en se différenciant de la Chine et des États-Unis, une valorisation de la donnée sur la base des données européennes, ça demande à quoi? Ça demande en fait à garantir et à créer de la valeur pour garantir les valeurs européennes dont on a parlé et in fine le modèle de société que l'on défend. Donc ça signifie qu'il faut qu'on ait des institutions qui fonctionnent bien, avec des outils qui fonctionnent, qui ne soient pas empêchés dans leur capacité à fonctionner. Ça signifie qu'on doit avoir des services publics qui fonctionnent bien, et de la même façon. On parle de transformation, qui est de la productivité, mais aussi de la qualité de service et de la sécurité. Et puis ça signifie que pour que tout ça fonctionne, il faut un écosystème économique, et dont on doit garantir la prospérité, parce que cette filière numérique, c'est celle qui fournit les outils, et je rappelle, les financements, que ce soit en impôts et taxes directs ou les impôts et taxes versés par les collaborateurs que nous employons, pour faire fonctionner l'ensemble du système. Donc pour moi, la clé de voûte, c'est de redonner en fait aux organisations comme aux citoyens le contrôle sur leurs données et les protéger en fait d'intérêts qui puissent être externes. Je n'ai pas dit qu'ils étaient mauvais, j'ai dit qu'ils étaient externes, donc potentiellement différents dans la culture et la philosophie, ou carrément mal intentionnés, c'est-à-dire dissidents, et donc visant à déstabiliser notre modèle. Donc il faut redonner le contrôle aux organisations sur ces données, et jusqu'à preuve du contraire, les solutions souveraines sont celles qui offrent les meilleures garanties en la matière. Merci beaucoup, Luc. Sur ce volet de la confiance numérique, Frédéric, vous l'avez évoqué, il est nécessaire aussi, et ça a été d'ailleurs très bien dit ce matin à plusieurs reprises, il faut une approche qui soit proactive des acteurs en matière d'innovation et de co-innovation, parce que ça aussi, ça a été repris. C'est vraiment l'enjeu aujourd'hui, c'est de co-construire, de co-innover, de co-produire. Bref, on l'a compris, de co-avancer dans cette démarche. Quels sont les enjeux qu'il y a derrière cela et quelle est votre vision à vous au sein de DocaPost dans l'écosystème européen avec lequel vous travaillez? Alors en effet, tout ce que l'on évoque dans le domaine de la confiance numérique, en particulier à l'échelle européenne, tourne en tout cas pour nous autour de deux mots-clés qui sont écosystème et rapidité.
écosystème, puisqu'aujourd'hui le monde est extrêmement complexe, ça va extrêmement vite. On ne pense pas qu'une seule société puisse être capable de tout faire. Je dirais c'est un peu le proverbe « l'union fait la force », hein. Mais la capacité à rassembler des écosystèmes, qui sont d'ailleurs de plus en plus des écosystèmes en coopétition. Les partenaires d'un jour sont les compétiteurs du lendemain, donc est important, et en particulier à l'échelle européenne. Donc c'est ce que nous faisons par exemple aujourd'hui dans le cadre d'une association qu'on a montée, d'un partenariat qu'on a monté avec l'INRIA pour tout ce qui est développement de l'intelligence artificielle dans le respect des obligations éthiques qu'on s'est fixées pour l'usage du quotidien des Français en particulier. Ça, c'est un exemple. Deuxième exemple, c'est des initiatives qu'on peut créer ex nihilo à l'occasion de crises. L'application Tous Anti-Covid qu'on a créée dans le cadre d'un consortium au début de la crise Covid est un exemple. C'est une application qu'on a lancée à plus de 50 sociétés au début du Covid pour diagnostiquer rapidement les cas graves. Ça, ce sont deux exemples d'un écosystème qu'on est capable de rassembler le plus rapidement possible. La deuxième chose, c'est la rapidité, la célérité. Aujourd'hui, les choses vont extrêmement vite. Donc, être en permanence en innovation, en recherche, c'est ce qu'on essaye de faire dans le domaine de l'IA, c'est ce qu'on essaye de faire dans le domaine du quantique. Et pour donner un exemple, d'autres associations qu'on est capable de monter, on a lancé il y a maintenant 2 ans une initiative Archipel, qui est une initiative de blockchain, où on a rassemblé au sein de ce consortium la Caisse des dépôts, Degapost, Engie et EDF, pour constituer une blockchain qui permet de sécuriser un certain nombre de documents qui justifient le domicile, par exemple. Voilà, des exemples concrets à la fois de rapidité et d'écosystèmes montés ex nihilo. Luc, Frédéric vient d'évoquer le quantique. Il faut aujourd'hui qu'on investisse. Vous parliez de financement, il y a aussi la capacité d'investissement. Et ça doit se faire à la même échelle que nos compétiteurs. Sinon, on ne peut pas forcément jouer dans la même cour et adresser des marchés internationaux, puisqu'on parle bien de marchés internationaux et non pas ni locaux, ni même purement européens. Est-ce qu'aujourd'hui, pour vous, investir dans le quantique, par exemple, c'est la possibilité de prendre un peu une revanche sur le hardware ? Alors, il y a beaucoup de points dans cette question. La première, je pense que oui, on a besoin d'investissement, mais ça dépend des horizons. Les technologies qui sont matures en Europe n'ont pas besoin d'investissement. Elles ont besoin de clients. On n'a pas un déficit fonctionnel, on a un déficit de pénétration dans la clientèle. Donc la première chose qui est importante, c'est de sensibiliser les donneurs d'ordre à l'importance de la commande, j'allais dire publique, mais comme privée. C'est-à-dire que si on n'arrive pas à les convaincre que renforcer des solutions d'oligopole les conduit à la faillite à terme, on aura raté notre pari. Parce qu'on pourra subventionner l'innovation tant qu'on voudra. Si notre innovation ne se vend pas, on sera toujours dans le mur. Sur le deuxième sujet, là où il n'y a pas de modèle économique encore, puisque par nature l'innovation, c'est d'essayer d'imaginer des choses qui n'existent pas encore. Donc l'histoire ne nous éclaire pas beaucoup là-dedans. Donc sur l'innovation, bien sûr qu'il faut investir. Et là, on peut citer le quantique, ça me paraît une évidence. On va pouvoir résoudre des problèmes qu'on n'ose pas même imaginer aujourd'hui. Mais on peut parler d'autres briques. Je pense que l'intelligence artificielle, qui était une sous-couche nécessaire à toutes nos applications. Et je ne parle pas de l'intelligence artificielle fondamentale, elle existe depuis les années 50. C'est l'applicative. C'est l'intelligence artificielle applicative qui est intéressante. Et bien entendu, on a fait malheureusement les frais dernièrement, il faut reprendre la maîtrise de nos réseaux. Donc continuer à investir lourdement sur les réseaux de prochaine génération. Donc là, la 5G, la guerre est déjà finie, il faut s'intéresser à la 6G. La 5G, il faut la vendre aujourd'hui. La 6G, il faut la défendre. Quand je dis la défendre, c'est aussi défendre les fleurons économiques. On a, vous le savez, des suspicions de rachat de Nokia Ericsson, des intérêts étrangers qui pourraient permettre à quelques puissances de reprendre la main et reprendre la course. Il faut protéger ces fleurons de l'industrie qui sont à l'avant-garde de l'innovation. Je pense que c'est un combat, donc horizon différent pour les technologies matures et les innovations. Et puis, deuxième chose, donc pour le quantique, oui. Et puis, il y avait aussi sur les briques, une question sur les briques. Pour moi, sur les briques essentielles, c'est toute la chaîne dont on a besoin. Donc on a besoin de réseaux, on en a parlé, pour pouvoir partager la donnée, travailler sur l'intelligence collective. C'est une information qui n'est pas partagée, c'est une information morte, qui n'enrichit qu'une seule personne, c'est un peu dommage. On a besoin de cloud computing parce qu'il faut la traiter, cette donnée, la valoriser, l'enrichir. On a besoin évidemment derrière de ces applications dont on parle toujours pour les valoriser, ces données. Et puis enfin, on a besoin de les protéger parce qu'on préfère garder ce patrimoine que de le partager avec des puissances qui sont potentiellement, sans employer le mot d'ennemi, mais concurrentes en tout cas. Donc on ne va pas partager notre intelligence
gratuitement en tout cas. On peut la partager et la monnayer, mais on ne peut pas la partager gratuitement, ou pire, se la faire piller. Ça, ce ne serait pas équitable de mon point de vue. Merci beaucoup, Luc. Alors évidemment, Tariq, je vous ai vu acquiescer, sourire, abonder. Donc j'ai l'impression que ça fait un peu consensus, ce qui est évoqué à la fois par Frédéric et par Luc en vous sur ces sujets d'innovation, de financement, d'investissement. Oui, absolument. En 93, on invente le web en Europe. En 91, Linux est inventé en Europe. On invente le langage Python en Europe. On invente MySQL en Europe. On a inventé en fait toutes les briques de l'Internet. Tout ce qui fait aujourd'hui qu'un Alibaba, un Google, un Amazon, tous ces acteurs utilisent des briques qui ont été inventées ici. Je dirais que l'un des premiers problèmes que l'on a, c'est qu'on n'a jamais voulu renouer avec notre héritage technologique. C'est curieux, on a été excellent, on parlait du GSM, on a été excellent dans ce domaine. C'est-à-dire il faut se rappeler une époque où la France construisait un téléphone mobile sur 3 dans le monde. Et on a décidé de ne plus être, on n'est plus du tout acteur, on n'a plus d'acteurs, on a vendu Alcatel, on a vendu Thomson. Je me rappelle d'un Premier ministre qui disait que Thomson, ça ne vaut rien, ça vaut 1 euro. Je pense que vous voyez à qui je fais allusion. Sauf qu'à la même époque, Thomson avait les brevets du MP3, du MPEG, de tout ce qui allait faire en fait la puissance numérique, la télé numérique. Tout ce qu'il y a dans un iPhone aujourd'hui, en fait, dérive d'une certaine manière de ces travaux. Et donc, je crois qu'une des choses qui est importante, c'est de se rappeler que l'Europe a le savoir-faire et que une des chances incroyables que nous avons dans le monde du logiciel, c'est que le logiciel, finalement, ça coûte pas très cher. Il faut une table, un ordinateur et du jus de cerveau. Ça veut donc dire qu'aujourd'hui, je le dis régulièrement, la France est un paradis du logiciel qui s'ignore. On a toutes les capacités dans tous les domaines. Alors après, il y a un deuxième problème, c'est ce qu'on appelle la mise à l'échelle, le scaling, là où les Américains sont incroyablement forts. Je rappelle que Instagram, Google, Apple, toutes ces sociétés ont démarré avec 2 personnes dans un garage et valent aujourd'hui cumuler 9 000 milliards de dollars, c'est-à-dire en fait le PIB de l'Allemagne. Donc il y a effectivement un autre sujet, c'est qu'effectivement l'État subventionneur aide les entreprises et l'État acheteur les tue. Donc il va falloir changer cette dynamique. Sur un autre point que vous appelez à contrebalancer, c'est aussi les lois extraterritoriales. Je crois qu'en termes d'actualité, on a plutôt quelques sujets. En fait, on est dans un monde qui est totalement asymétrique. D'un point de vue commercial, on a laissé, avant le RGPD, on a laissé finalement toutes les données partir aux États-Unis, créer une valeur colossale. Je parlais de 9 000 milliards de dollars. Cette valeur vient aussi de l'usage des données privées, essentiellement d'ailleurs des Européens. On a un problème également au niveau de la balance d'un point de vue politique, parce qu'on se rend compte qu'en fait, l'Internet que l'on utilise avec son iPhone pour aller sur les réseaux sociaux, c'est exactement le même Internet avec lequel les États se font soit la guerre, soit des opérations de désinformation, de cyberattaque. C'est exactement la même infrastructure. Donc en fait, on a à cela une troisième couche, qui est la couche légale, qui fait qu'en fait, dès que c'est les grandes sociétés américaines, en fait, l'État américain a le droit de légiférer. C'est ce qu'on appelle les règles d'extraterritorialité. Il va falloir que l'Europe s'attelle à rééquilibrer ce marché, que l'on réintroduise des contraintes, notamment l'une d'entre elles, c'est ce qu'on appelle la data residency. Les données des Européens restent en Europe. Les entreprises qui veulent travailler des données de type stratégique doivent être en Europe, contrôlées par des acteurs européens. Quand je vous dis ça, je ne parle pas de protectionnisme, c'est ce qui se fait aux États-Unis. Allez sur les marchés publics en Chine, allez sur les marchés publics américains pour essayer d'avoir accès au cloud. Nous, on ouvre les portes du cloud français à des acteurs américains, mais l'inverse n'est pas possible. Donc il y a un vrai travail, à mon avis, de rééquilibrage et de sortir d'une forme de naïveté qu'on a eue depuis des années. Le sujet de la réversibilité, en fait, qui était un peu évoqué ce matin, et clairement, on voit bien l'étendue du sujet. On parlait de données. Il y a évidemment le sujet de l'accessibilité, le sujet de la protection de ces données, le sujet de la traçabilité aussi, de la transparence, et c'est ce que vous disiez, Frédéric. Il y a également le sujet de l'éthique qui accompagne tout ça. Alors, on voit bien qu'il y a beaucoup de sujets sur lesquels on est tous d'accord. Maintenant, comment est-ce qu'on arrive à combiner toutes ces ambitions ? Bien, je crois que c'est donc notre actionnaire, le groupe La Poste, qui est une entreprise à mission, fait partie de ces outils qu'on peut déployer et mettre en œuvre sur le terrain. Je vais donner 2 exemples. Un produit qui s'appelle l'identité numérique, qui est la seule aujourd'hui de niveau substantiel en France,
qui est une identité numérique que chaque Français peut disposer. Hein. On peut la chercher en bureau de poste ou depuis votre téléphone mobile, qui va permettre de garantir que la personne que vous êtes est bien celle qui communique sur Internet. Hein. Donc ça garantit, c'est la première chaîne, première brique de la sécurité, c'est je m'identifie correctement avec un niveau substantiel, donc de niveau 2, hein, pour faire simple. C'est un premier exemple, et c'est disponible pour l'ensemble des Français. C'est gratuit, c'est disponible pour l'ensemble des Français. Deuxième exemple, pareil, qui est disponible pour l'ensemble des Français, c'est le coffre-fort numérique, la boîte aux lettres électronique DigiPost, dont vous pouvez disposer, dans lequel votre employeur peut déposer son bulletin de salaire, votre bulletin de salaire, avec des garanties de sécurité, d'engagement, de durée qui sont compatibles avec la législation. Hein. Donc on parle de 50 ans pour un bulletin de salaire, par exemple. Mais vous pouvez aussi stocker votre justificatif de domicile, éventuellement votre carte d'identité, plein de documents, des actes sécurisés, par exemple, avec vos notaires, et ainsi de suite. Donc ces deux outils-là, qui sont à la disposition des citoyens français, sponsorisés par le groupe de la Poste, sont des outils qui contribuent à la confiance numérique, puisque c'est des outils qui vont sécuriser les transactions, sécuriser la partie identification sur un environnement numérique, par exemple. Et puis aussi un outil qui facilite considérablement la vie du citoyen, puisqu'il a de plus en plus accès à tous les documents. Tout est simple en un clic depuis chez soi, et quelque part, c'est ce à quoi ils aspirent aujourd'hui. Bien sûr. Fournir son bulletin de salaire quand on recherche un domicile, par exemple, vous pouvez le sortir immédiatement de votre coffre-fort DigiPost, l'envoyer de manière sécurisée à l'agence qui vous le demande ou au bailleur qui vous le demande. Donc ça, c'est dans cette logique de simplification de la vie au quotidien des Français, tout en la sécurisant. C'est une dimension importante des missions que nous portons. Luc, je sais que l'éthique est une valeur très très importante pour vous. Vous appelez dans cette troisième voie européenne à ce qu'on replace l'éthique et le citoyen au cœur des enjeux et au cœur des débats. Alors, oui, parce que on parlait de valeurs tout à l'heure de l'Europe. L'éthique fait partie des valeurs de l'Europe. On ne va pas remonter aux publications des droits de l'homme, mais on voit bien que dans l'ADN de l'Europe, il y a toujours une préoccupation éthique. Le partage, les libertés, le partage pour le plus grand nombre, l'empathie pour les personnes, la non-discrimination. Enfin, il y a un certain nombre de choses qui tournent autour des valeurs d'éthique. Donc on n'a pas forcément besoin dans le numérique de réinventer. On a besoin d'appliquer ce qui existe. On a un arsenal juridique, à commencer par le RGPD, qui amène également un traitement éthique sur certaines données. Ce RGPD, il va être accompagné, renforcé également de nouvelles lois, hein, le Digital Services Act, le Digital Market Act. Donc on a juste à continuer sur cette voie d'un point de vue règlement et également loi, à continuer à le renforcer pour renforcer, je ne dis pas, encore une fois, pas de protectionnisme. Ce n'est pas le protectionnisme qui est en jeu, c'est nos valeurs, donc protéger nos valeurs. Et la deuxième chose, on a aussi un référentiel existant, hein, le RSE, ce fameux référentiel RSE, donc là non plus, on n'a pas besoin, on peut toujours l'améliorer, il est perfectible, mais on a 3 piliers dans le RSE qui sont l'environnement, le social, l'économique. Commençons, j'allais dire, par travailler les choses qui existent, à faire en sorte de les appliquer et puis continuons à les améliorer. Mais je pense que dans le numérique, on n'a pas besoin d'une révolution, on a besoin d'appliquer ce qui existe dans d'autres domaines et que ça doit juste s'appliquer et se protéger, se dérouler. Se poursuivre et se renforcer dans le monde numérique comme dans le monde physique, voilà. Finalement une continuité dans ce que l'on porte. Tariq, j'aimerais qu'on évoque avec vous un autre volet autour de la data, hein, puisque c'est évidemment l'information et cette manipulation de l'information que l'on voit s'opérer aujourd'hui. Alors, dans le quotidien, on sait qu'il y a aussi des périodes qui vont être particulièrement tendues. Ça l'a été lors des élections, par exemple, aux États-Unis. On sait que 2022 sera une année particulièrement importante pour la France, avec les élections présidentielles et législatives. On sait évidemment que le débat de la manipulation a déjà commencé, ne s'estompe jamais. C'est à la fois un fléau et pour vous, l'éthique du numérique et le design, c'est absolument essentiel. Il faut focaliser sur ça pour cette voie européenne. Non, absolument, vous avez raison. En ce moment, l'industrie du numérique, ce qu'on appelle aux États-Unis les big tech, on appelle ça parfois les GAFAM ici ou les FANG, sont en train de traverser un moment très intéressant. Un moment qui n'est pas très différent de ce qui s'est passé dans les années 60, entre les années 60 et 80 avec l'industrie chimique, où vous pouviez jeter de l'acide chlorhydrique, du mercure dans les rivières. C'était pas grave, ou l'industrie de la cigarette. Donc,
on a la possibilité de créer des contenus, d'amplifier des contenus haineux, de modifier les cerveaux, de modifier les émotions des gens à très très grande échelle, souvent avec la simple volonté de leur vendre des voitures ou des produits, mais derrière ce travail de déstructuration du cerveau a des impacts parce que la même personne qui est un consommateur est aussi un citoyen. Et donc, quand on travaille à la transformer numériquement à travers tout ce micro-targeting, ça change et ça transforme effectivement la façon dont elle voit le monde. Et effectivement, donc, depuis quelques années, j'ai lancé cette initiative avec plusieurs autres designers qu'on appelle l'initiative Slow Web, qui est un peu comme l'idée comme pour le slow food, qui est de dire que la technologie, c'est devenu du fast-food. C'est un peu comme les grandes chaînes de fast-food. Vous achetez un produit qui a été pensé quelque part, c'est le même partout, vous n'avez aucune différenciation. Vous n'irez jamais dans un fast-food pour demander « je veux un steak saignant ou bien cuit ». De toute façon, on vous donnera un truc dans une boîte. Et d'une certaine manière, les algorithmes des grandes plateformes se sont adaptés à devenir un produit de masse. Et ça a effectivement des conséquences parfois négatives. Et ce que j'aimerais mettre en avant ici, c'est que la question du design, la question notamment de ce qu'on appelle le design de persuasion, et puis une autre chose qu'on appelle l'amplification algorithmique, qui est aussi une forme de design logiciel, sont effectivement les deux choses à réguler le plus fortement possible. On l'oublie, mais ici tout le monde est un peu spécialiste de l'Internet. Même quand on l'est, on prend son téléphone, on va sur Instagram et hop, 10 minutes de votre vie viennent de disparaître. Vous avez beau savoir qu'ils sont capables de vous manipuler, de gérer votre attention, vous faites avoir. Ça veut donc dire qu'il va falloir réguler ces plateformes, non pas les conséquences, parce qu'on nous dit souvent on va mettre en prison ou on va attaquer toutes les personnes qui disent des choses, mais il faut aller en amont, il faut véritablement aller au niveau de la conception, il va falloir repenser, de la même manière qu'on ne peut pas mettre un médicament sur le marché comme ça du jour au lendemain, et on le sait puisqu'on l'a tous vu, désormais on est tous entre guillemets des experts du déploiement de médicaments avec ce qui s'est passé avec les vaccins. On ne peut pas construire un immeuble anti-incendie sans que quelqu'un soit venu vérifier qu'il est vraiment anti-incendie. Je rappelle qu'il fut une époque où il y a des villes entières qui brûlaient parce que justement on n'avait aucune règle. Et donc il va falloir repenser ça et se dire qu'à un moment donné on a des responsabilités. Quand un produit sort du jour au lendemain et est utilisé par des milliards de gens, on ne peut pas le laisser aller comme ça, sans filet, sans rien. Donc il y a un véritable travail, à mon avis, de régulation. Il va falloir trouver quel est le bon régulateur. Le design, la donnée, c'est assez proche. Moi j'ai tendance à penser que la CNIL à compétence. Il va falloir que l'Europe se pose sérieusement la question. Et puis enfin, il va falloir mettre de l'argent dans les régulateurs, parce que si on veut réguler les choses, il faut mettre de l'argent. Aux États-Unis, quand vous regardez les procès titanesques antitrust, vous vous rendez compte qu'en fait, ça va durer des années, comme la cigarette, et qu'il va falloir s'armer, trouver les bonnes personnes, recruter des ingénieurs pour comprendre comment ces applications fonctionnent. Donc c'est un vrai combat, et c'est un combat qui commence à l'heure actuelle. Alors évidemment, la législation européenne est un premier pas, mais il va falloir aller, à mon avis, un peu plus loin et véritablement mettre les pieds dans le plat. Merci beaucoup Tariq. Tu évoquais le sujet des compétences. C'était le sujet que nous abordions sur la fin de matinée. On peut peut-être évoquer un mot avec vous sur ce sujet des compétences. On a encore quelques minutes, alors j'en profite. D'habitude, nous sommes tenus par le temps et là, j'ai le plaisir de pouvoir vous garder encore un petit peu à mes côtés. Frédéric, sur cette question des compétences et des talents. Je pense que c'est la prochaine guerre, ou c'est la guerre déjà. C'est la guerre des talents. Je pense qu'on a la chance en France et en Europe d'avoir un réservoir de compétences formées au plus haut niveau. Les écoles françaises en particulier sont particulièrement reconnues, en particulier dans les sujets qui nous animent aujourd'hui, algorithmie, mathématiques, data, intelligence artificielle. Enfin, quand vous prononcez le nom de l'INRIA dans le monde, c'est un nom qui est extrêmement connu. Faut-il encore savoir les garder maintenant, ces compétences ? On voit bien qu'il y a des pays qui ont déjà été cités autour de cette conférence qui les accueillent à bras ouverts, avec bras ouverts et pont d'or. Donc ça, c'est une lutte qui s'engage, c'est un combat de tous les jours. Je pense qu'on offre en Europe aussi un autre modèle social. Je pense que malheureusement, la récente crise qu'on vient de traverser l'a démontré aussi. Donc c'est très bien d'avoir des ponts d'or. Faut-il encore, quand le pont d'or s'écroule, avoir des filiers de sécurité? Je pense que l'Europe a un rôle à jouer dans ce domaine-là, avec son environnement éthique, social. On parlait de RSE tout à l'heure, ça en fait partie.
Donc conservons cet avantage compétitif avec ce cursus de formation et cette notoriété internationale que l'on a. Il y a des étrangers qui viennent en Europe pour ça. Gardons-les et attirons-les. Luc, sur ce volet des compétences, je sais que c'est aussi à la fois une volonté très forte et puis en même temps une problématique à gérer, hein, parce qu'on a aujourd'hui une véritable pénurie en matière de talent. Clairement. Alors, je vais pas revenir sur nos filières d'excellence. Donc, on revient aussi sur le fait qu'il faut quand même des entreprises pour les embaucher, parce que c'est un peu bête d'avoir les charges et pas les revenus, parce que notre éducation est gratuite, je le rappelle, hein, dans les filières d'excellence pour la plupart. Nous, on forme des gens gratuitement, on les amène en stage, on continue à développer des compétences et puis on finit par les perdre, faute d'entreprises de taille critique pour les embaucher. Bon, c'est un peu ballot. Je ne reviendrai pas non plus sur la nécessité de décloisonner, parce que je pense qu'on a aujourd'hui un monde économique c'est un peu comme la police. On est un peu mal aimé. On est mal aimé des citoyens, on a des têtes d'escrocs. On est mal aimé des pouvoirs publics, on est tout est suspect quand on est chef d'entreprise. La première chose qu'on a quand on s'installe, c'est le contrôle de l'URSSAF. Ça a bien changé, cela dit, depuis 10 ans. Mais c'est où l'inspection du travail, c'est la première personne qui nous rend visite. L'inspection du travail ou l'URSSAF qui vous rend visite quand vous vous installez. Ce n'est pas la direction de l'économie. Hein. Bon, donc il y a un certain nombre de choses qu'il faut quand même changer et décloisonner. Pour ce qu'on décloisonne, il ne faut pas rester dans les silos. C'est-à-dire que le monde économique doit faire des allers-retours dans l'entreprise doit faire des allers-retours dans le monde académique, l'académique venir travailler en entreprise. C'est se connaître, c'est toujours pareil. On a peur de ce qu'on ne connaît pas. À partir du moment où on travaille dans un service public, on arrête de dire qu'il n'y a que des feignants. À partir du moment où on travaille dans l'entreprise, on arrête de dire qu'il n'y a que des escrocs qui ne cherchent qu'à s'enrichir. Et quand on travaille dans le monde académique, on commence à réfléchir au sens de ce qu'on fait en innovation. Est-ce qu'il y a un marché ? C'est pas si simple. Même si on a un bon produit, comment il se vend, comment on s'exporte. Je pense que l'essentiel pour moi aujourd'hui, il y a cette tension du marché de l'emploi, il y a cette concurrence exacerbée, mais l'essentiel pour moi, en Europe, et à une plus forte raison en France, c'est ce décloisonnement. Et en fait, la compréhension de trois mondes qui s'ignorent, le monde civil, le monde économique et le monde politique. Et donc finalement, ce qu'on a bien compris, c'est fédérer les énergies autour de cette thématique. Et finalement, c'est ce qu'on retient de tout ce que vous avez évoqué. On a encore quelques minutes. On va peut-être prendre une ou deux questions dans la salle. Alors, je demanderai juste à si on peut revoir l'éclairage 2 petites minutes, que je vois s'il y a éventuellement une question, parce que je ne vois que des ombres dans la salle. Y a-t-il une question que vous voulez adresser à nos intervenants ? Pas de questions. Merci beaucoup. Merci à tous les trois d'avoir été avec nous. C'était un vrai plaisir de vous avoir à nos côtés ici à Milipol Paris. Bien sûr, le sujet de la souveraineté continue, donc vous pouvez rester avec nous. Merci de votre disponibilité, d'avoir partagé votre expertise. Merci à tous de votre présence. Merci beaucoup. Merci, au revoir.